La chasse a été bonne cet hiver et nous avons décidé d'aller échanger les fourrures. Il y avait beaucoup plus de rats musqués, mais le castor est en train de disparaître. Au poste de traite de la Compagnie du Nord-Ouest, l'hivernant Robert Henry se prépare à partir. L'hivernant, qui vient du pays de Canada pour s'installer ici, dans l'Athabasca, s'est procuré des milliers de peaux auprès des chasseurs Cree et Métis. Monsieur Henry a porté fourrure à Fort William, le quartier général de la Compagnie du Nord-Ouest à l'intérieur des terres, où il peut aussi s'approvisionner en marchandises de troc. Il faudra 10 semaines pour arriver à Fort William, sur le lac supérieur. Je suis le guide de Monsieur Henry. Mon père était un marchand de fourrure français. C'est lui qui m'a montré les rivières et les lacs qui mènent à Fort William. Je ne comprends pas comment ces Européens peuvent venir jusqu'ici et ne pas savoir comment rentrer chez eux. Le voyage par canot est dangereux. Un guide doit savoir quand quitter l'eau pour faire du portage. Monsieur Henry ne pagaie pas, il ne porte pas les fourrures. Il ne mange pas la même chose que les autres. Il mange à part et dort dans une tente. Nous, on mange et on dort au bord de l'eau. Mais la vie va bientôt devenir beaucoup plus facile. Après 10 semaines de voyage, nous arrivons demain à Fort William. Eh, vas-y, c'est ça, eh oui. J'entends le moulin, tic-tic-tac, j'entends le moulin, tac. Mon père a fait bâtir maison, j'entends le moulin, tac. L'a fait bâtir à 3 pignons, tic-tic. Hier, on est enfin arrivé à Fort William. C'est incroyable comme cet endroit est grand. Un des bâtiments les plus importants est la maison du conseil. The problem, Mr. McLeod, is the people with whom we trade. C'est là que les marchands de Montréal et les hivernants de la Compagnie du Nord-Ouest se rencontrent tous les étés pour discuter des profits de la compagnie et planifier l'année suivante. Les commis travaillent à la maison des comptes. Ils tiennent un journal de tout ce qui entre au fort et de tout ce qui en sort. Aux messes, on sert des repas et on organise de grands bals. Le mess est réservé aux marchands, aux associés et aux commis. Mais les interprètes et les guides comme moi peuvent aussi y manger. Si on est malade ou blessé, il faut aller se faire soigner à l'hôpital. Les maisons de traite sont les lieux où l'on prépare les fourrures qui arrivent des postes de traite pour les envoyer à Montréal. Les magasins généraux sont les endroits où les hivernants choisissent les marchandises à échanger avec les Indiens de retour au poste de traite. Et il y a bien d'autres bâtiments, des logements, beaucoup d'entrepôts, les boutiques des négociants, des granges et des étables, et même une prison. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me perdre si facilement ici, moi qui suis guide et qui peux conduire une brigade de canots sur des centaines de milles dans l'épaisseur de la forêt. Depuis 3 jours que je suis à Fort William, je n'ai pas encore tout vu. Le fort est le point de rendez-vous de la Compagnie du Nord-Ouest, et c'est pour ça que les gens y viennent de partout. Il y a des Français, des Anglais, des Iroquois, des Ojibwés, et bien d'autres encore. Il y a bien 1 millier de personnes ici. Je n'ai jamais vu autant de gens. Fort William est à mi-chemin entre Montréal et l'arrière-pays, d'où je viens, l'Athabasca. Il est impossible de faire tout le voyage en un seul été. C'est donc ici qu'on se rencontre pour échanger les marchandises de Montréal et les fourrures de l'arrière-pays. C'est ici que la Compagnie du Nord-Ouest vient recevoir son prix, les peaux de castor. Le fort fourmille d'activités. Dans leurs boutiques, les artisans fabriquent et réparent toutes sortes de choses. De l'autre côté des murs, il y a une ferme pour nourrir les gens du fort. Parce que les interprètes et les guides des voyageurs, comme moi,
occupent un poste élevé, ils vivent à l'intérieur du fort. Les voyageurs ordinaires restent à l'extérieur quand ils viennent ici. À la fin d'une rude journée de travail, on fait de la musique, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs. Nous attendons maintenant une brigade de canots qui devrait arriver à Fort William d'un jour à l'autre. Ils apporteront des marchandises comme des chaudrons, des couvertures, des perles et du tabac de Montréal que l'on pourra toquer avec les Indiens contre leur fourrure. Ces canots de marchandises de Montréal ou canots du Maître peuvent transporter jusqu'à 4 tonnes de marchandises chacun. Ils mesurent environ 36 pieds. Malgré leur taille, ils sont suffisamment légers pour être portés à travers les bois. Les bateaux qui viennent d'Europe sont trop gros et encombrants pour ce type de voyage. Les canots sont légers parce qu'ils sont faits essentiellement d'écorce de bouleau. Ils ne durent pas très longtemps. Il faut souvent les réparer ou les remplacer. À Fort William, on passe beaucoup de temps à construire et à réparer des canots. On répare les canots de Maître de Montréal et on construit des canots plus petits de 24 pieds qu'on appelle canots du Nord, comme ceux que j'utilise pour guider les hivernants dans l'arrière-pays. On fait les canots avec ce qu'on trouve dans les bois. Du bouleau blanc pour l'enveloppe extérieure, du cèdre pour les membrures, des fils de racines d'épinette pour coudre et assembler les différentes parties, la gomme d'épinette mélangée avec de la graisse animale et du charbon de bois permet aussi de calfater les coutures pour les rendre étanches. Les canots sont le nerf de la traite des fourrures. Ils sont construits par des Canadiens compétents et des hommes et des femmes Ojibwés. Les femmes qui vivent à Fort William sont surtout Ojibwés. Elles font beaucoup de travail pour la Compagnie du Nord-Ouest et sont payées en nourriture et d'autres provisions. L'hiver, elles piègent des animaux à fourrure qu'elles nettoient et préparent pour la traite. Elles fabriquent et réparent aussi les filets et font beaucoup d'autres travaux. J'ai vu des femmes Ojibwés occupées à l'intérieur du fort, certaines à la cuisine, certaines à la ferme et d'autres dans les jardins. Beaucoup d'autres travaillent dans les hangars à construire et à réparer les canots. Beaucoup d'hommes de la compagnie épousent des femmes indiennes à la façon du pays. C'est ainsi que la Compagnie du Nord-Ouest doit s'occuper de quelques 1300 femmes et enfants. Ma mère était Cri et mon père, qui était français, l'a épousée de cette façon. C'est ce qui fait de moi un métis. Ma mère a travaillé très dur, d'abord pour les Français, puis pour la Compagnie du Nord-Ouest. Mon père ne l'aurait jamais admis, mais sans son aide, il aurait été perdu dans ce pays. Mon revenant de la jolie Rochelle, Mon revenant de la jolie Rochelle, j'ai rencontré 3 jolies demoiselles. C'est l'Aveyron qui nous mène, c'est l'Aveyron qui nous mène. Ты что? Что? Как? Je trouve que Fort William est un endroit où les modes de vie indiens et européens se mélangent. Un voyageur que je connais, Jean-Baptiste, qui a passé de nombreuses années loin du Bas-Canada, ne veut pas consulter le médecin du fort, ne s'adresse qu'aux guérisseurs Ojibwés.
Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il ne faisait pas confiance à la médecine européenne. Mais il y en a aussi qui ne veulent rien savoir du guérisseur, qui vont seulement voir le médecin. Le guérisseur sait exactement quelle quantité de remède vous donner, alors que le médecin est toujours en train de mesurer. On fait aussi d'autres échanges. Le drap européen a simplifié la vie de beaucoup de gens. Il est léger et chaud en hiver. Mais en été, beaucoup de Blancs portent des vêtements indiens pour voyager, surtout des mocassins. Avant, on n'avait pas besoin des objets des Européens. Mais maintenant, beaucoup d'Indiens ne peuvent plus s'en passer. Boney was a warrior. A warrior, a terror. Johnny Francois. Boney went to school in France. Hier au dîner, j'ai entendu un jeune commis dire que les Indiens ne seraient rien sans les marchandises apportées par les Européens. Je lui ai dit, « Et comment penses-tu qu'on vivait avant votre arrivée? Comment crois-tu que vous pourriez vivre sans nous? » La vérité, c'est que les marchands européens et les Indiens partagent beaucoup de choses. Et la plus importante est le canot. Sans le canot, les Européens n'auraient pas rencontré les cris et les Ojibwés. En fait, ils n'auraient jamais rencontré le castor. Sans les raquettes, ils n'auraient pas pu se déplacer dans la neige. Et il y a bien d'autres choses, comme les filets, les toboggans et les mocassins, que les Européens doivent aux Indiens. Par contre, notre vie a été simplifiée par les objets en métal venus d'Europe. Le couteau, l'hameçon, le chaudron, la hache, le ciseau à glace et le piège à ressort. J'ai aussi rappelé aux commis que les Européens ne sont pas apparus par hasard dans ce pays. Les Autochtones leur ont montré où trouver des fourrures. Les guides indiens leur ont fait découvrir nos terrains de chasse. Moi, je sais tout ça parce que je suis métis, moitié indien, moitié européen, et que je vis dans les deux mondes. Il y a 2 jours, une brigade de Montréal est arrivée à Fort William. Elle amenait un homme très important. Il s'appelle William McGilvray. C'est un marchand de la Compagnie du Nord-Ouest. Les marchands sont des gens importants. I would prefer, however, that Fort William spend less time saluting and more time working. Gentlemen, refreshment? Fine idea. Ils sont chargés d'organiser l'envoi et le transport des marchandises échangées. Ils prennent beaucoup de décisions commerciales. Ce sont eux qui ont le plus d'action. Ils sont riches et ont l'intention de le rester. Ce marchand est venu rencontrer les hivernants et les commis. Don't give a tinker's damn for the type of tobacco that you and these imbeciles from Montreal have sent for our use. Well said. Do you expect me to seriously believe that the Ceux-ci sont inquiets parce qu'ils ne trouvent pas de tabac en corde brésilien à échanger avec les Indiens. Il y a une pénurie de tabac en corde parce qu'un traiteur de fourrure américain a tout acheté et ne veut pas en vendre à la Compagnie du Nord-Ouest. Alors qu'il en vend à la Compagnie de la baie d'Hudson. Les Indiens préfèrent le tabac en corde et le marchand craint qu'ils n'échangent leur fourrure avec la Compagnie de la baie d'Hudson. Cela pourrait nous faire du tort à tous ici, à Fort William.
Avec tant de gens à Fort William, il est important que chacun reste à sa place. Les groupes sont organisés suivant un ordre bien défini qu'il faut respecter si on veut que les affaires marchent bien. Il y a la classe des dirigeants, des Écossais pour la plupart. C'est à ce groupe qu'appartient des marchands de Montréal comme M. McGilvray. Ils décident quelles marchandises apporter pour le troc et de quelle façon ils sont responsables de la vente des fourrures en Europe. Il y a aussi les hivernants qui commandent les postes de l'arrière-pays dans les terrains de la chasse. Et les commis qui tiennent un journal de ce qui entre au fort et ce qui en sort et qui dirigent des postes plus petits. Ces hommes jouissent de grands privilèges dans le fort. Ils mangent aux messes et dorment dans des quartiers séparés. Viennent ensuite les engagés, les voyageurs et les travailleurs manuels. Ce sont les hommes qui pagaillent, qui portent les fourrures et les marchandises à échanger lors des portages, qui contribuent à la bonne marche du fort. Ce sont des gens grossiers qui n'ont aucun raffinement, et les règles disent qu'ils doivent vivre à l'extérieur du fort. En tant que guide, je suis responsable de la tenue de mes engagés. Et parce que je suis guide, j'ai aussi le privilège de dormir à l'intérieur du fort et de manger dans la grande salle à manger. Ce n'est pas toujours facile, mais dans l'ensemble, ça marche bien. Aujourd'hui, un groupe de canots repart vers Montréal. Les canots sont chargés de fourrures qui ont été apportées à Fort William des terrains de chasse de l'Ouest. Quand les fourrures sont arrivées ici, elles ont été déballées et séchées. Puis on en a fait l'inventaire. Pour les préparer au long voyage jusqu'à Montréal, on les a remballés en paquets serrés, appelés balles. Les balles sont plus faciles à charger dans les canots et elles permettent de garder les fourrures au sec. Chaque canot peut transporter jusqu'à 60 balles. Ces balles sont la raison d'être de Fort William et notre raison d'être à tous. Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là, au point où les fourrures sont envoyées à Montréal, et cela a parfois coûté des vies humaines. Lorsque les Canadiens et les marchands vont traverser des eaux libres pour aller à Montréal, ils utilisent les grands canots de 36 pieds pour faire le voyage. Le voyage prendra entre 5 et 6 semaines. Une fois arrivés à Montréal, les fourrures seront expédiées par bateau en Europe pour être vendues sur les marchés européens. J'ai quitté Fort William pour retourner dans les terrains de chasse d'Athabasca avant la saison des glaces. Le voyage va prendre 10 semaines. Comme il y a de plus en plus de postes de traite européens, ce n'est pas aussi facile qu'autrefois de trouver du gibier dans les terrains de chasse. Mais l'Athabasca est encore le meilleur endroit où attraper des castors, des loutres, des loups et des lièvres. Tout le monde aide dans la famille. On tend des pièges, on nettoie les fourrures et on les fait sécher. J'apprends à mon fils ce que je sais de la chasse et du piégeage et à respecter les animaux. Cette saison, je lui apprendrai peut-être à attraper des castors dans la glace. On partira en petits groupes sur les lacs couverts de neige. On creusera la neige avec nos raquettes. Avec la hachette de métal des Européens, on cassera la glace jusqu'à ce qu'on arrive à l'eau. Et puis on laissera tomber un filet dans le trou.
Quelqu'un se postera sur la tanière de neige et frappera le sol avec une branche pour faire peur au castor et le chasser dans l'eau en dessous. Si notre filet est bien placé, le castor se ferait prendre et on pourrait ajouter une nouvelle peau à celle qui s'accumule déjà au camp. J'espère qu'un jour, mon fils deviendra, comme moi, guide pour la Compagnie du Nord-Ouest.